Aujourd'hui, on accueille une femme au parcours aussi marquant qu'inspirant. En 1979, Joanne de Montigny a survécu à un écrasement d'avion qui a coûté la vie à 17 personnes. Cet événement tragique a profondément transformé son regard sur la vie et sur la mort. Portée par une force de résilience hors du commun, elle s'est tournée vers la psychologie et est devenue la première psychologue clinicienne à œuvrer au sein d'une unité de soins palliatifs au Canada. Aux côtés du docteur Balfour M. Mount, oui, c'est bien comme ça qu'on le nomme, oui, à l'hôpital Royal Victoria, elle a contribué à fonder les services d'accompagnement psychologique pour les personnes en fin de vie ainsi que pour les familles en deuil. Pendant près de 30 ans, elle a formé, soutenu et inspiré une génération de psychologues ici et à l'étranger, tout en accompagnant des milliers de personnes à travers l'expérience du deuil, de la perte et de la souffrance. Conférencière, autrice de plusieurs ouvrages et récipiendaire de prix prestigieux, Joanne de Montigny a consacré sa vie à humaniser la vie, la fin de vie, et à créer des espaces de dialogue autour du mourir, du sens et de la résilience. Dans cet épisode, elle nous partage sa vision du deuil, ce qu'il révèle, ce qu'il transforme et comment on peut, à travers lui, contribuer de tisser du sens. Bienvenue, Joanne. Merci. Et merci pour cette introduction et l'accueil. Merci. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va naviguer à travers plein de sphères au niveau du deuil. On a déjà eu un échange entre nous par rapport à ça. Donc, on aimerait, pour commencer, comprendre le mot deuil. Mm-hmm. Parce que ce qui était ressorti de notre première rencontre, c'est que le mot, souvent, peut être surutilisé. Oui. En fait, le mot deuil, là où on peut s'y trouver, tout le monde, c'est douleur ou souffrance. C'est ce que ça veut dire. Hein? Mais éventuellement, le mot deuil, moi, je l'ai compris à cause de cette peine incroyable et incomparable lors d'une perte par décès. C'est ce qui fait que moi, le mot deuil, je l'utilise plus pour la perte par décès, bien que beaucoup de personnes l'utilisent par je suis en deuil, je sais pas, de mon travail, j'ai perdu mon travail, je suis en deuil d'une relation. Oui, aussi. D'une relation, mais tout ça n'est pas faux. Il y a un sentiment de perte importante, majeure, mais on sait que c'est pas une perte qui a le même impact que la mort d'un être cher. La mort d'un être cher, ce qui différencie tout ça, c'est jamais plus. Je ne le verrai jamais plus. C'est le jamais plus, au fond. Et c'est ce qui fait la spécificité du mot deuil, à mon sens, bien que plusieurs professionnels utilisent aussi le mot deuil pour d'autres pertes majeures. Ce n'est pas une erreur, c'est une question de choix, mais ayant travaillé surtout avec des personnes qui ont perdu des êtres chers, je m'en tiens à ce mot-là pour eux et elles. C'est le non-retour. C'est le non-retour. Oui. Le non-retour, le plus jamais. Alors qu'avec la perte d'un travail, on l'espère, hein, il va y en avoir un autre. Et ça se peut aussi que mais si on perd un enfant, il n'y en aura pas un autre. Hein, on en a d'autres. Ouais. Et pas lui. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire, c'est que ce n'est pas celui que je viens de perdre que je peux remplacer. Je peux aimer encore, je peux trouver du sens à la vie, mais celui ou celle que je viens de perdre, et c'est peut-être ça qui est à la fois malheureux et heureux, c'est que c'est une personne unique pour soi. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, la force de frappe peut être difficile selon la qualité de la relation qu'on a eue, et selon le lien qu'on a eu, mais il faut aussi savoir que parfois le deuil est extrêmement lourd, même lors de la perte d'un être
je vais le dire comme ça, qu'on aurait aimé aimer ou de qui on aurait aimé être aimé. Par exemple, admettons qu'on a un père, une mère, un frère qui n'a pas toujours été selon nos critères corrects, bon, aimant, mais qu'on cherchait tellement à créer du vrai lien. Mais ça se peut qu'au moment du deuil, on se dise « Pourquoi l'endeuillé pleure-t-il autant ou pleure-t-elle autant? » Mais c'est que elle a idéalisé ou en tout cas souhaité une relation qui n'a pas pu exister. Ça peut faire aussi mal qu'une belle relation qui a existé. Oui, parce que c'est aussi la perte de la possibilité qui n'existera plus. Exactement. Quand même là. Oui. Exactement. Pendant que la personne vit encore, on se dit, ben, ça va venir. On sait jamais. On sait jamais. Ça pourrait se régler, on pourrait se rapprocher. Et parfois, c'est vrai. Des fois, ça sert à ça, le processus de mourir, à réparer ce qu'on n'a pas pu se dire durant la vie. On devient peut-être plus sensible, plus près de soi et de son cœur, et plus près de l'autre qu'on va abandonner à sa survie, alors que nous, on doit abandonner notre propre vie vers notre mort. On est donc forcé à être vulnérable. Oui, c'est ça. Et cette séparation ultime peut vraiment nous faire prendre conscience à quel point la relation est importante jusqu'au bout. Alors, si elle n'a pas ou peut exister avant, elle pourrait se mettre à exister très fort pour une semaine, 3 jours, une journée même. Le temps de se dire des choses importantes qui vont rester dans l'oreille et le cœur de l'endeuillé. Et l'endeuillé pourrait faire une route par la suite beaucoup moins chaotique grâce aux derniers mots qui ont été peut-être réparateurs. Mais ça, c'est quand on sait que la mort s'en vient, parce qu'il y a des morts subites où on n'a pas pu se parler. Oui, il y a une différence. Oui, il y a une différence entre une mort subite et une mort... Annoncée. Oui. Exact. Oui. Oui. Oui, il y a une différence. Pour l'endeuillé. Pour l'endeuillé oui. aussi. Par contre, vous savez, quand j'enseignais sur le deuil et le mourir, je disais toujours ce que je vais dire. En réalité, je pourrais l'objectiver par les récits de vie des personnes et je peux le généraliser. Par ailleurs, je vois aussi que ce que je viens de dire, on voit aussi son contraire. Donc, c'est vrai que la mort subite et la mort à petit feu ou la mort annoncée, ce n'est pas du tout pareil. Quoique, il y a des personnes qui savent que l'autre va bientôt mourir, mais qui le vivent comme un choc au moment où ça survient. Oui. Parce que c'est difficile à intégrer. La personne est toujours vivante devant soi. Tu sais, la mort, là, c'est vraiment l'arrêt du souffle de façon soudaine. Et là où on peut rejoindre les deux, entre une mort subite et une mort à petit feu, c'est quand même le souffle qui vient de s'arrêter dans les deux cas. Donc, c'est vrai que dans la mort soudaine, on n'a pas pu se préparer, on regrette peut-être que la journée n'ait pas bien commencé ensemble et qu'on aurait voulu se revoir ce soir pour justement reprendre la conversation, lui donner plus de sens que quand on s'est quitté. Mais là, on peut pas, la personne disparaît, on dirait tout d'un coup à cause d'un accident ou malheureusement d'un suicide ou quoi. Alors, dans le travail de deuil, un thérapeute va s'assurer face à la mort subite, de faire un peu le travail après, au lieu de le faire avant. C'est-à-dire, qu'auriez-vous aimé dire à votre sœur avant qu'elle meure? Qu'est-ce qui vous apparaît le plus difficile dans cette mort, presque disparition? Donc, on fait un travail de deuil, même si ça a été une mort subite, on refait le chemin. Je comprends. Et on peut donc se réapproprier l'histoire
et essayer de la comprendre avec de nouveaux angles. C'est comme le même processus, mais à un moment différent. Exactement. Puis, tu sais, la meilleure façon, tu sais, parce qu'on n'a pas de contrôle quand la mort arrive, Non. on s'entend. Le seul bout qu'on contrôle, c'est comment on vit notre vie. Oui. Puis c'est ce qui peut le plus apaiser ce jour J-là qu'on connaît tous pas. Exactement. En fait, à chaque jour, et je veux juste dire une dernière chose pour bien s'entendre sur la mort soudaine par rapport à la mort annoncée. C'est sûr que ça peut donner un état de choc dans la mort soudaine, Oui. qu'on n'a peut-être pas comme choc, là. Je ne m'y attendais pas. On n'est pas dans le « je ne m'y attendais pas ». On est dans... Avec la mort soudaine, c'est sûr que je ne m'y attendais pas. Dans la mort annoncée, il y a une part de nous qui a assimilé le fait qu'elle était annoncée. Mais disons que le constat peut nous saisir énormément. Mm-hmm. Ça, je voulais le préciser. Mais là, vous m'ameniez sur une piste... Qui était sur la vie, en fait. Oui. Une façon de se préparer, là, Oui. même si on ne peut pas se préparer. Oui. En fait, il y a des êtres qui diraient c'est important de se préparer à la mort. Bon, d'autres vous diront on ne peut jamais se préparer à cela. C'est pour ça que je vous dis il n'y a pas de fausse ou de bonne réponse. Il y a une façon de voir. En fait, vous l'avez mentionné tantôt, juste en investissant notre vie pleinement avec des projets, avec des beaux choix, avec des erreurs qu'on assume, avec toujours le but de cheminer, avec de belles rencontres, avec la capacité et d'être seul et d'être en relation. Quand on développe tout ça, c'est un peu développer notre art d'aimer et de vivre qui va nous aider comme art de mourir. Mm-hmm. Parce qu'on va avoir beaucoup travaillé sur l'art de vivre. Ça va faire mal de la quitter, mais on va avoir porté à l'intérieur suffisamment le goût de vivre. Oui, une plénitude, un instinct de vie qui nous préserve jusqu'au bout dans l'acte de mourir. Parce que ça nous avait beaucoup Oui, touché ça, quand on avait visité ça lors de notre appel, là, Oui. quand on s'est parlé. On choisit pas comment on meurt, mais on choisit comment on peut la vivre dès aujourd'hui. Oui. Moi, ça m'avait rempli de... Oui. Je pense déjà là, ça a créé comme une vague de changement dans notre rapport à la vie actuelle. D'action, pas concrète, mais... Oui. D'état intérieur. Ouais. Hein? Et puis, oui, de certaines actions, c'est-à-dire la communication. Quand on communique durant la vie, puis qu'on dit les choses et que on essaie d'être en harmonie avec soi et avec l'autre, ben c'est sûr que dans les derniers moments, durant les mots qu'on va échanger, il va y avoir quelque chose qui s'apparente à ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire vouloir communiquer et transmettre à l'autre. Fait que plus on travaille ça durant la vie, moins ça va être nouveau pour nous et déstabilisant avant de mourir. Donc, ça sert à ça, vivre. Hein? Oui. Et ça moins on aurait dû, tu sais, parce oui, que... c'est ça. Si j'avais... Ouais. Oui, si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais donc dû. Ouais. On se surprend à le dire à l'occasion, hein, Ouais. parce que on a des regrets, on est imparfait, on aurait voulu toujours aller vers le meilleur de soi. C'est pas possible 24 heures par jour d'être juste dans le meilleur de soi. Alors, on fait le mieux possible tout le monde à chaque jour durant la vie, mais à la fin de la vie, on aurait envie, et pour le mourant, et pour la personne qui reste, d'aller au meilleur de soi, à l'essentiel de ce qu'on a vécu. Et des fois, ça se résume en quelques mots. Moi, je me souviens, quand maman est morte, bon, j'avais pas une maman qui était très affectueuse. Elle a été une mère assez responsable, formidable. J'ai grandi avec des parents qui se sont séparés, donc simplement avec une maman qui nous a élevés, les 4 enfants. C'est admirable quand même parce qu'elle était à la fin de la trentaine. Mais ça a fait d'elle une maman
qui était malheureusement frustrée par un amour en échec. Et donc, elle s'est adonnée beaucoup aux responsabilités parentales, seule, monoparentales, et elle s'est beaucoup impliquée dans la société. Donc, elle avait beaucoup de talent et d'ouverture pour aider. Dans son cas, elle a ouvert un centre pour femmes violentées. Le premier dans les cantons de l'Est. Il y en a eu un à Longueuil, le premier, et après ça à Sherbrooke. Et c'est ma mère qui a mis ça sur pied. Donc, elle a fait beaucoup. Mais dans l'intimité, avec les enfants, elle n'était pas très affectueuse. Elle était maladroite. C'est peut-être sa façon à elle d'être affectueuse, tu sais, d'ouvrir un centre comme ça. Oui, c'est quand bien même, sûr. Mais t'sais, pour l'intimité avec les enfants, c'est plus dur. Le mot maladroite. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, on ne la blâme pas, mais on a eu une souffrance, un manque, un vide. On a subi un peu son... Comment je dirais... sa propre souffrance d'être une femme laissée seule avec ses enfants. Donc, à la fin, quand elle est morte, juste avant de mourir, moi, je n'en reviens pas encore parce que c'est là qu'on peut avoir de belles surprises. Si on m'avait dit, tu sais, ta mère va dire ce que je vais vous dire, là, ben j'aurais dit, écoute, c'est gentil, mais je connais maman. Elle peut pas dire ça. C'est pas parce qu'elle est en train de mourir qu'elle va nous dire ça. Mais là, elle a dit, mes enfants, je vous aime et je veux que vous sachiez que si je vous ai blessé, je vous demande pardon. Moi, on m'aurait dit, ma mère va dire ça, c'est trop intime. Elle peut pas dire ça. C'est trop intime. Mais elle l'a dit. Et voyez, ce que je veux dire, c'est que le deuil s'est trouvé beaucoup plus doux après, avec des phrases comme ça. Ouais. Parce que c'est pas une phrase creuse, puis c'est pas non plus pour faire la gentille. On sent la profondeur et l'élan, le dernier élan de dire quelque chose qui peut laisser un legs affectif, même si on l'a pas senti durant la vie. Ouais. Hein, c'est comme une surprise. Du courage, autant de vulnérabilité que de courage. Voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est réparé. C'est pour ça que je parle de la communication terminale. Elle a une valeur qui est aussi belle. Moi, j'aime comparer avec ceci. Toutes les mamans, je crois, puis les grands-mamans ou les grands-parents attendent les premiers mots des enfants. C'est beau, hein? Les premiers mots, les premières paroles d'un tout petit. On espère de voir, ça va être quoi les premiers mots qu'il va verbaliser. Et à la fin de la vie, on est dans la même attente. C'est comme si on attend les derniers mots d'une personne qui s'en va. Non pas qui arrive, mais qui s'en va. Mais c'est là qu'on voit que nous sommes des êtres de communication. Des êtres de relation. Donc, la relation d'accueil, quand on accueille notre enfant quand il arrive au monde, eh bien, c'est le même accueil quand on laisse aller l'aîné ou l'enfant adulte ou peu importe l'âge de celui ou celle qui meurt. Il y a un accueil pour que cette personne-là puisse partir. Il faut l'accueillir dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, dans son chemin. Être aussi émerveillé par ça. C'est ça. C'est une... En fait, il y a des auteurs qui appellent ça arriver au monde est une naissance et quitter le monde est une naissance vers autre chose. C'est comme si on quittait le ventre de la vie. Quand on arrive au monde, oui, quand on arrive au monde, on quitte le placenta, le ventre de maman, mais quand on quitte la vie, on quitte le ventre de la vie. Il faut comme couper avec cette vie qui n'est plus celle qu'on a eue. Par ce dernier souffle-là. Oui, exactement. Wow. Ouais. C'est vraiment beau. Puis, comment qu'on s'y prend dans une mort à petit feu que vous avez dit, tu sais, quelqu'un qui apprend une nouvelle, puis, tu sais, pour la famille, comment que on accompagne
Oui. les gens dans cette situation-là. Oui. Alors, quand on a travaillé en soins palliatifs, comme je l'ai fait pendant 30 ans, 2 ou 3 mots sont essentiels. Il y en aura peut-être d'autres qui vont suivre. Le premier mot, c'est toujours l'accueil dont je viens de parler, l'accueil de la nouvelle. Mm-hmm. Le deuxième mot, c'est l'écoute. En fait, celui qui suivrait l'accueil, le tout premier, on appelle ça présence, accueil, écoute. Si on met des petits traits d'union entre chaque, on est présent à ce qui nous est livré. Puis ça, on parle autant de la personne qui reçoit que la famille autour. Là, quand on parle de... Non. La personne qui reçoit, il faut comprendre la nouvelle, vous dites là, hein, la bonne et la mauvaise nouvelle. C'est dur à prendre une mauvaise nouvelle. Oui. Et il y a des études qui montrent que ça a été plus difficile pour hommes ou femmes qui apprennent un diagnostic fatal comme le cancer que le processus de fin de vie. Le choc de la nouvelle est plus grand que le processus qui va suivre. Mm-hmm. Mais c'est qu'on vit tous dans le... On le sait qu'il y a un jour, mais on vit dans le... Ben oui, c'est certainement ça. Plus loin ce jour-là. En fait, là, mourir, c'est une hypothèse. Mm-hmm. Voyez, ça va nous arriver qu'une fois et c'est un acte de mourir. C'est nous qui agissons notre mort. Donc, on n'est pas témoin de notre mort, on l'agit. On n'a jamais, puis on n'accompagnera jamais notre cadavre. On s'accompagne dans l'acte de mourir, dans le processus avant, puis l'acte de mourir. C'est difficile à accepter, on dirait. Puis ça, c'est difficile à accepter. Quand on est dedans, bien, il y a toute une adaptation. C'est sûr que, encore une fois, si on vient d'un milieu sécurisant, avec des êtres qui sont aidants, bienveillants, empathiques, tout ça, là, ça va être des ingrédients pour nous aider à absorber le choc. Mais c'est pas tout le monde, là, pas tout le monde qui ont des milieux sereins, qui viennent de familles aimantes, qui ont reçu l'amour à différents niveaux, qui ont fait de belles rencontres durant la vie, qui ont eu des figures parentales inspirantes. C'est pas tout le monde, hein. Faut pas, embellir les choses. Il y a des gens qui l'ont eu dur. Et si on apprend, par exemple, on s'en va chez le médecin, on est seul, personne pour nous accompagner, et le médecin nous annonce une nouvelle, encore faut-il savoir comment il nous a annoncé ça. Et ça compte. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ah, beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion d'être là lorsque des médecins ont annoncé de mauvaises nouvelles, et j'ai eu l'occasion de travailler avec des médecins en or, des cœurs d'or, qui vont faire beaucoup attention à l'autre dans la manière de dire. Et j'ai vu des gens trop probablement, à la fois maladroits, mais mal à l'aise avec l'idée de la mort. Donc, écoutez... Ça les amène à fuir l'espèce d'enveloppement. C'est ça. Donc, vous voyez, je vais vous donner 2 exemples. Madame, malheureusement, j'ai pas des bonnes nouvelles. Il n'y a plus de traitement possible. Ça vient de s'arrêter. On va essayer de vous diriger ailleurs, mais nous, c'est fini. Alors, dommage, mais vous en avez peut-être pour quelques mois, je ne sais pas encore. Là, je caricature à peine. On peut entendre ça, et ça, c'est dur, là. On n'a pas le temps d'absorber quelque chose d'aussi dur. Il y a eu tellement maintenant d'améliorations, de nouvelles connaissances dans les cours. C'est ça que j'avais demandé. Les gens qui vont annoncer ça ont-ils une formation en tant que telle d'approche? De plus en plus. Oui, je comprends. Mais ça a déjà existé, puis il en reste encore qui seront mal à l'aise, pas parce que ce ne sont pas de bonnes personnes, mais ils savent pas comment annoncer à ces gens-là. On pourrait dire, allez-y avec un autre aidant, une infirmière, une travailleuse sociale. Soyez 2 pour annoncer, pour ramasser un petit peu le pot cassé après. Mais tout est aussi dans la façon de l'annoncer. Alors que si, et j'ai assisté à ça, un médecin dit, j'ai eu de la difficulté un peu à dormir parce que je suis triste. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. On commence comme ça. On a déjà de l'empathie. Oui, je savais pas trop comment vous le dire. Mais là, il faut bien que je vous le dise. Mais vous savez quoi?
on ne peut plus vous donner de traitement, mais on va faire en sorte qu'on va toujours soulager les douleurs, que vous allez être accompagné. Là, voyez-vous, là, je m'en vais dans un tout autre contexte. Alors, qu'est-ce qu'on entend au moment d'apprendre une nouvelle? C'est là, l'importance d'une communication authentique, bienveillante, empathique. Mm-hmm. Ça fait toute la différence. On sent la sécurité. Oui, là, on se dit, bon, malgré le choc, ouais. malgré l'urgence, malgré... Alors, bien sûr, si la personne est accompagnée, il y a quelqu'un d'autre, puis elle va te dire, écoute, puis il y a des gens qui me disent, ça, c'est impressionnant. Le choc peut être tellement grand, là, quand les personnes entendent ça, qu'ils me disent, le médecin me parlait, je ne savais pas ce qu'il me disait. C'est comme si le son a été coupé par le choc. Comme, des fois, ils limitent dans des films, là, l'espèce de stylement de... Ouais, quand la nouvelle arrive, tu veux dire? Ouais. Ouais. Puis je me suis toujours demandé si c'était un peu caricaturé ou non, mais Il y a des personnes qui me l'ont dit après. Ils ont dit, je crois que j'ai un cancer au stade terminal et que je vais mourir, mais je suis pas sûre. Ouais. Pas sûre d'avoir bien entendu parce qu'il me dit, madame, je n'ai pas une bonne nouvelle à vous apprendre. Puis on dit, je voyais ses lèvres, mais je pouvais plus entendre. Alors, vous voyez, le choc, ça peut être très grand. Donc, si on est accompagné, la personne peut nous dire exactement, t'as pas rêvé, il a dit ça, mais je vais être là avec toi. Donc, voyez-vous, tout est dans le contexte. Mm-hmm. Communication, contexte et suivi. Alors, à partir de là, c'est toujours comment l'annoncer à mes proches. Et si la personne qui nous l'a annoncé l'a fait avec bienveillance, ça s'attrape. On va faire la même chose pour notre famille. Mm-hmm. On va dire, le médecin vient de m'apprendre une terrible nouvelle, on va s'installer ensemble, je vais vous en parler. On va pas... Oui. Puis on va pas lâcher, puis on... Alors, ça dépend quel âge ont les enfants, ça dépend si la personne a des enfants, il y a tellement de facteurs, hein? C'est pas jamais pareil pour personne. Mais on en revient toujours à 3 mots-clés, hein? La communication, la bienveillance, l'empathie et l'accompagnement. 4 mots. Et avec ça, on traverse, hein? On traverse. Vous savez aussi, vous mettiez... en exemple, ce qui m'est arrivé dans la vie, dans le crash d'avion, avec les 17 personnes qui sont décédées. Nous sommes 7 survivants. J'ai vécu un très gros choc, un très gros trauma. C'est pour ça qu'après, je me suis intéressée aux personnes en deuil, parce que j'avais tellement mal pour toutes les familles qui avaient perdu des êtres chers de façon soudaine. C'est ce qui a réorienté mon chemin, et que j'ai voulu travailler avec des personnes en deuil. Alors, c'est très puissant, un événement comme ça, et en même temps, si on m'avait dit, tu sais, Joanne, avant de prendre l'avion, malheureusement, il va y avoir une catastrophe, mais tu es avisée. Et sais-tu pourquoi on te le dit? Parce que toi, tu vas vivre, malgré que d'autres vont mourir. Et sais-tu quoi? Tu vas être très, très, très blessé, mais écoute, tu vas être bien soigné. Ça va prendre beaucoup de temps avant que tu puisses te remettre de tout ça. Mais n'aie crainte, hein, parce que un jour, tu iras mieux. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. On ne sait pas. Peut-être tu ne marcheras pas. Mais écoute, tu vas survivre. Alors, on te prévient. Au moins, tu le sais. Moi, j'aurais dit, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais prendre l'autobus, hein, je vais prendre le train, je vais rentrer chez moi, mais je ne prends pas l'avion. Parce que j'aurais jamais pensé qu'on a le courage de vivre ce qui nous arrive. Mais on n'a pas le courage de vivre ce qui ne nous est pas encore arrivé. Vous voyez, c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, par définition, c'est la peur de vivre quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, c'est dur quand on est trop anxieux parce qu'on se met continuellement dans des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais comme tels. Pas de la façon dont on l'avait conçu. Voilà.
Donc, c'est là la confiance à l'intérieur et la sérénité. Mais c'est ça, mais qu'on aurait les capacités d'être dans ces situations-là. Oui, ça se défend. Oui, vous savez, on dit toujours, ça fait un petit peu adage ou un petit peu formule toute faite, on a des forces insoupçonnées tapis au fond de soi. C'est pas faux. C'est pas faux. Elles sont là. Mais c'est un peu, moi j'aime bien les exemples là, imagés comme, vous savez, dans nos voitures, derrière le volant, il y a des coussins gonflables en cas de choc. Mais psychologiquement, nous avons un coussin gonflable à l'intérieur de soi qui n'ouvrira pas à tout bout de champ pour la moindre épreuve dans la vie, comme une voiture ne va pas tout le temps déployer ses coussins gonflables pour un petit accrochage. Elle reconnaît que c'est pas nécessaire. Voilà. Mais, vous le savez, quand il y a une grosse collision, tout se déploie pour essayer de protéger les individus. Fait que nos capacités, tout ça se trouve là aussi. Oui, en nous. Ouais, c'est rassurant de reprendre ce pouvoir-là. Oui, moi, j'appelle ça un coussin psychique, mais je l'ai vu au moment de vivre le pire, qu'il y a quelque chose qui se déploie en soi, qui s'appelle une détresse accompagnée de courage et d'espoir. Alors, on est dans des sentiments opposés, contradictoires, mais c'est comme si la partie brisée à l'intérieur qui a peur et qui est en détresse tient la main à la partie qui est plus solide et qui est plus forte et qui dit « on va faire face ». C'est continuellement comme ça quand on y pense dans la vie. Oui, à moins exactement. Forte petite échelle, oui, c'est ça. Mais c'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai compris comment c'est extraordinaire si on peut travailler sur l'anxiété et la peur qu'il nous arrive quelque chose. C'est un peu normal parce qu'on a l'angoisse de mort, tout le monde. Vous savez, on peut dire, moi, j'ai pas peur de mourir, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore été suffisamment confronté à cela, où on ne sait jamais quand est-ce que la peur va nous prendre. Je crois que tout le monde, consciemment ou inconsciemment, a peur de mourir. C'est une angoisse sourde parfois, ou d'autres y pensent beaucoup, mais c'est là. C'est pour ça que nous avons toutes sortes d'anxiétés qui ont différents objets durant la vie. Moi, je pourrais dire que j'avais ça un petit peu, parce que quand vous êtes venu à la Maison des leaders parler du deuil, oui. Tu sais, avant chaque thème, il faut se poser la question où est-ce qu'on se situe. Oui. Comment on voit le thème, comment qu'on se sent. Puis moi, j'étais comme inconfortable dans tout ce qui était funéraire ou faire face à la maladie de, mettons, mon grand-père ou quelque chose qui s'est passé. Oui. Parce que c'est un passage obligé. Puis, tu sais, j'avais comme ça, tu sais, comme qu'est-ce que tu veux que je dise ou que je fasse? Tu te sens quand même impuissant. Puis, mais je me suis rendu compte que quand on a eu le cours avec vous, le thème, qu'en fait, c'est parce que j'en avais peur. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais le sentiment un peu d'indifférence. Tu sais, un discours comme ça, on passe tout par là, puis regarde, c'est un passage obligé, puis tu sais, cette façon-là, c'est quand même mieux que cette façon-là, puis tu sais, comme je pouvais comme... On rationalise. Ouais. Mais là, quand on a fait le cours ensemble et quand on fait ce qu'on fait ce matin, au fond, on est en train de mettre des mots sur ce qui nous fait peur. Et déjà, on atténue la force de frappe de cette réalité. Et moi, ça m'apaise vraiment. Vraiment, vraiment. Tout à date, là, puis on est juste au début, mais... Te dire là, en ce moment, comme d'en parler. Juste notre appel avait déjà... Tu sais, j'avais pris des notes, je vous l'avais dit, j'étais tellement inspirée. Puis moi, ça me donnait vraiment un vertige. Essayer d'imaginer c'est quoi pas être là. Puis moi, j'aime tellement ça être en contrôle que j'essayais de me préparer. Oui. Je comme si je sais à quoi m'attendre, au point où je me disais, OK, ça doit être comme dormir. Je sais pas où je m'en vais, mais je sais où... Tu sais, j'ai la confiance qu'il y a quelque chose de sûr l'autre bord. Je m'endors je m'endors rarement stressée, tu sais. Je m'endors sûr que je vais me reposer. Fait que c'est comme ça que tu vas te sentir face à la mort. C'est ça. Moi, à chaque fois, il fallait que je me... Tu sais, comme tu disais, on rationalise. Je mettais des mots... On trouve les images, tu sais. Mais là, je mets des mots beaucoup plus réalistes puis qui m'habitent beaucoup moins de façon... tu sais, quand t'es au bout du souffle, tu sais, là, je me sens beaucoup plus comme... C'est un passage obligé, oui, certes, mais il y a une façon de l'assimiler, de le digérer, de le porter sur ses épaules, mais sans que ce soit lourd. Oui, c'est ça. Vraiment. Oui, je comprends.
Oui. Ouais. Et puis, ça nous apprend tellement que finalement, c'est maintenant que tout se passe. Oui, Hein? aussi. Vraiment. C'est comme maintenant ouais. de toujours travailler notre communication, nos relations, apprendre à s'excuser, apprendre à faire, à aller vers nos rêves. C'est comme ça, tout. elle a mis de l'intention sur le présent. Oui, oui. Dans le Ça le ici et ouais. maintenant. Oui. Ouais. Et puis, l'ici et maintenant nous aide à être plus tranquille. Ailleurs, plus tard. Oui, oui, puis pour tout ce qu'on ne sait pas. Le je ne sais pas devient pas anxiogène. Mais c'est comme si ça se pratique, ça se nourrit, oui, ça comme... oui. Donc, on ne se pratique pas à perdre et à mourir, mais on se pratique toujours à vivre Ouais. le mieux possible, le plus sereinement possible, avec une satisfaction. On a des frustrations. Mais vous savez, ce qui est important, je trouve, dans la vie, puis je regardais des fois j'écoutais ce que les gens me disaient avant de mourir, très peu, ils parlent très peu. Mais quand on essaie de voir ce qui les aide le plus à agir, leur mourir, donc cet acte de mourir, parce qu'il y a des gens qui me disaient ça doit être la foi pour une vie après, mais non, finalement, ce n'est pas ça. C'est vraiment le sentiment d'avoir accompli et aimé notre vie. Et c'est cette satisfaction-là qui nous donne la capacité de partir. Parce que vous pouvez imaginer que si nous ne sommes pas satisfaits de notre vie, qu'on n'a pas aimé les choix qu'on a faits, qu'on a l'impression d'avoir raté toujours, d'être en échec, mais la mort est épouvantable parce qu'elle vient mettre fin à ce qu'on aimerait atteindre avant de partir. Ou peut-être. Ou peut-être que. Alors, plus vous faites ce que vous aimez, plus vous choisissez... D'être en harmonie. Oui, parce que c'est sûr que des fois, on n'a pas le choix. La vie nous impose certaines épreuves et puis on les choisit pas, les coups du sort. Hein? Mais on choisit ce qu'on aime aussi. Donc, aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime nous permet de faire face aux coups du sort. Mais c'est si on n'a pas travaillé à l'intérieur le goût de vivre, la joie qui nous habite, si on ne l'a pas contacté, bien, c'est un risque à prendre d'attendre à la fin de la vie, ça va pas... Et plus on a nourri notre vase aussi, oui. Plus on est rempli, plus on est heureux, plus on prend soin de nous, plus les coups difficiles qui sont plus... Oui, on va les encaisser. Oui, exact. On va les encaisser. Que si on est toujours en train de subir. La découverte de soi en fin de vie, déjà que la fin de vie est épeurante. C'est ça. Je me dis, si en plus, tu t'ajoutes de... J'allais où finalement? J'ai fait quoi? Ben là, je me dis, oui, ça doit être vraiment, vraiment... C'est plus difficile quand on n'a pas travaillé. C'est-à-dire, moi, je le dis sincèrement comme ça, nos raisons de vivre. Mm-hmm. Faut trouver nos raisons de vivre, ce qu'on peut appeler aussi le sens de notre vie. Là. Mais vous savez, un sens, c'est pas statique. Oui. Moi, à mon âge, là, je regarde, là, puis je me dis, mais franchement, les choses changeaient de 5 ans en 5 ans. J'avais une autre vision parce que on est nourri de ce que les gens nous apprennent. On s'en nourrit de ce qu'on lit. On se nourrit de tout. De tout. Et voilà qu'on ne peut pas être la même personne au bout de 5-10 ans. On est constamment en train d'évoluer, de changer. C'est palpitant. Il faut être curieux plutôt qu'anxieux. Oui. Ça nous aide. Moi, je disais ça aux gens qui avaient beaucoup d'anxiété. Et si on changeait le mot anxiété pour curiosité? Ça change tout. Mais les mots ont un grand pouvoir. C'est pour ça, au début, juste quand on nuançait aussi le deuil dans les situations, tu sais, ça me portait à me dire, des fois, est-ce que ça rajoute un poids sur des situations qui mériteraient peut-être pas qu'on utilise ce mot-là? Oui. Tu sais, parce que justement, c'est réparable, comme mettons la perte d'un emploi. Oui, c'est un deuil, mais peut-être juste pas forgé dans cette... amoureuse. forgé dans comme cette...
Parce que ça peut Oui. devenir plus lourd que ce que Ça c'est. peut nous paraître plus grave. Ouais. Hein? Donc, on appelle ça une perte majeure. Ouais. Puis on Ouais. appelle ça une perte significative pour soi. Ouais. Et puis, ça peut donner du chagrin comme on en a dans le deuil. Ouais. Mais c'est pas la même expérience que le plus jamais, comme on disait tantôt. Ben, ce qui m'avait marqué de façon, je pense, le plus choquant de notre appel, c'était le dernier souffle. Tu sais, puis c'est là où j'ai fait, il y a juste un deuil Oui, où il y a le dernier souffle. oui, c'est Je ça. comprends qu'est-ce Parce que moi, que c'est. j'utilisais ça un peu, justement, là, je fais le deuil de quelqu'un, d'une relation, Oui. puis de quelqu'un je parle dans ma vie. Puis on n'a pas à s'en vouloir, hein, parce que c'est comme ça, on utilise ce mot-là. Mais si on veut être un petit peu puriste, là, Mais on comme se tu dis, tu sais, on Ouais. apprend, on se nourrit. Oui. Ça, c'est quelque chose, justement, en moi, qui a comme, ça a juste Ça a changé juste changé un peu le regard, Exact. la coche. Ça a tourné la Le caméra de dernier sens. souffle, on n'est pas encore à notre dernier souffle dans nos épreuves de vie. Ouais. Hey, cette semaine, j'écoutais en 2 épisodes les gens qui ont survécu à l'Holocauste, hein, les camps Auschwitz et tout, là. Mais je me disais, mon Dieu, ils n'avaient que la peau et les os, ils ne mangeaient pas, ils étaient dans une détresse extrême et la vie tenait bon. Comment ça que tu tiens à vivre à ce point-là, là? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tu as été séparé de tes enfants, il n'y a plus rien, on t'a tout pris. Il te reste un petit enveloppe. uniforme, une enveloppe, puis encore, elle est collée sur tes os. Et là, tu tiens encore à vivre. C'est fort, ça. Donc, il n'y avait pas encore le dernier souffle. Mhm. Et donc, jusqu'au dernier souffle, je suis. Wow. C'est ça. J'existe. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça m'amène à ce qu'on parle de l'identité, l'impact du deuil sur notre identité. Tu sais, qu'on dit que On perd une partie de soi en, Ouais. en l'autre. Tu sais, on perd l'autre, L'autre. qui est une perte. Ouais. Mais ce que je m'étais identifié, ce que j'avais retrouvé de ma Oui. personne en l'autre, Oui. je la perds Alors, il y a aussi. une très belle phrase qui est aussi le titre d'un livre. Ça va venir. Qu'est-ce que j'ai perdu en te perdant? Mhm. Qu'est-ce que j'ai perdu de moi en te perdant? Je trouve que Alors- déjà, quand on va là, Oui, ça fait du bien. oui, ça fait T'sais, du bien. On quand essaie de faire un inventaire. là. Ouais. Mais le titre du livre, là, c'est Perdre sans se perdre. D'accord? Ok. Puis moi, après, j'ai travaillé ça avec d'autres auteurs qui nous disent qu'est-ce que j'ai perdu en te perdant. Alors, on est toujours un peu dans ça, là, cette recherche-là. En fait, on a l'impression de perdre, et c'est juste, c'est comme si la personne s'en va avec nos confidences, elle s'en va avec l'intimité qu'on a partagée, elle s'en va avec le lien particulier qu'on a eu. On a l'impression d'être dévalisé, volé, dévasté, déplumé. C'est pour ça que les gens en deuil disent il y a un grand vide à l'intérieur de moi, comme si les voleurs étaient venus chercher le plus précieux du lien qu'on avait établi avec l'autre qui s'en va. Ça fait partie du processus. Et après, on appelle comment récupérer non pas la personne qui n'est plus, mais récupérer le lien que lui ne meurt jamais. Mhm. Ce livre, ce vif de la vie qui jamais ne meurt, c'est un lien. C'est pas que les gens meurent pas et c'est pas qu'on ne perd pas physiquement ceux qu'on aime, enfants, parents, conjoints. C'est que la beauté de l'affaire, on est équipé intérieurement pour se souvenir, pour avoir des émotions, des sensations de ce qu'on a vécu. Vous avez fait des voyages, vous fermez les yeux, vous allez revoir les places que vous avez visitées. Ça ne s'en va pas, même si vous ne ferez plus le même voyage. Vous l'avez intégré à l'intérieur. Plus on intègre une rencontre, il faut être poreux. Ça reste en nous. Et quand on va mourir, on meurt pas vide, on meurt rempli de tout ça. Et quand on va être quitté
Oui, on va sentir un vide, mais après, on va pouvoir, dans le processus du deuil, récupérer ce lien qu'on avait construit. Ça va être différent, c'est plus dans l'invisible, mais ça va être aussi dans les souvenirs, dans les photos, dans les récits de vie, dans l'écriture. Il y a des gens qui écrivent sur les odeurs, les objets qui ont été précieux. Oui, on retrouve ça à sa façon. Maman faisait une tarte au citron que personne d'autre sait faire, mais j'ai sa recette. Il y a quelque chose qui se continue. Jean Montbourquette, dans son livre avec le beau titre « Excusez-moi, je suis en deuil », lui, il parle de l'héritage à la fin, qui est un héritage affectif, l'héritage du défunt, ce qu'il nous laisse, ses talents, son savoir, ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a appris. Ben, tout ça, ça meurt pas. Ça nous a agrandi et ça va continuer de se faire autrement. Il y a un très beau livre qui porte le titre suivant d'un papa qui a perdu son enfant à l'âge de 12 ans, Richard Cummings. Alors, le titre, c'est « Michael, mon fils ». Ça va. Mais attention, le sous-titre, ça frappe fort. Ce que j'ai appris de toi me permet maintenant de vivre sans toi. Ça, il dit ça à son fils de 12 ans. Le papa, il a appris, même s'il n'avait que 12 ans de vie. Mm-hmm. Il a appris beaucoup en l'accompagnant, sa maladie et tout. Il a gardé ça en lui comme lien. Et ce que j'ai appris de toi me permet la capacité de vivre sans toi. Mais si j'ai l'impression d'être dévalisée à jamais, si j'entre dans une maison qui vient d'être vraiment là dévalisée au complet et que je reste dedans pour le reste de ma vie sans la remeubler, ben c'est sûr que je vais sentir le vide. Mm-hmm. Puis que les voleurs m'ont tout enlevé. Mais si je dis, je vais aller me reconstruire autrement, peut-être que je vais aller chercher quelques objets qu'on avait. Fait que faire place que ça existe encore différemment. Différemment. C'est ça. Mais ça existe différemment parce que ça a existé. Mm-hmm. Et faut donc pas faire table rase avec une relation qui ne sera plus la même physiquement, mais qu'on va récupérer autrement. C'est ça qui est encourageant dans le deuil. Mais ça, au début, là, on peut pas dire ça à une personne qui sent le vide, parce qu'on va pas la réparer comme ça, juste avec des mots. C'est elle, cette personne, qui va cheminer et qui va reprendre le fil de ce qu'elle a développé avec l'autre et qui va reprendre possession d'une vie qu'on a eue à deux, avec son enfant, avec son conjoint, avec son frère. Et donc, c'est ça qui est beau, de se fier sur notre capacité psychique. De reconstruire. Oui. Ben, tantôt, tu as dit justement de retracer le chemin. Oui. Puis j'ai souvent vu la mort, le deuil, comme une espèce de, tu sais, que tu arrives à un précipice, là, un fall, un trust fall. Oui, un précipice. Puis là, je vois, tu sais, un petit pas à la fois, tu vas chercher un souvenir. Oui. Tu vas chercher puis de la force, de ce que cette personne-là t'a apporté, comment elle t'a rempli, puis tu retraces ce chemin-là. C'est... Oui, on retrace le chemin. Et c'est sûr que les gens aimeraient, en retraçant le film de leur vie, que la fin soit peut-être différente. Par exemple, si on a perdu quelqu'un après 10 ans de rencontre, c'est tôt là dans la relation. On voudrait avoir vécu plus longtemps. C'est la fin qu'on voudrait qu'il soit différente. On refait le film de notre vie, puis on essaie de lui donner une autre fin. Mm-hmm. Parce que ça veut dire encore qu'on ne voudrait pas mourir. Vous savez, c'est fort l'instinct de vie. C'est ça qui est beau aussi. Ben, c'est ce qui nous a menés ici. Ben voilà, puis ce serait terrible si on s'en foutait. Si on se disait, ben, c'est pas grave, mourir, le gars, il n'y a rien là, c'est plate la vie, anyway. C'est pas ça, c'est parce que la vie, on la veut, qu'on trouve que la mort, c'est quand même un scandale. C'est quand même dur, c'est quand même grave. Mais c'est ainsi.
Alors, comment faire pour que notre vie soit belle jusqu'à la mort? Mais tu sais, Ouais. t'avais dit ça, justement, dans l'appel, on porte la mort toute notre vie. Mhm. Ça Oui. m'avait... J'étais là, oh! Oui, Moi, je pensais qu'elle allait juste me confronter rendu là. oui, Ouais. Pas du tout. Ouais. oui. Alors, plus on va être poreux, là, ça va pour tout ce qu'on fait dans la vie. Hein, quand tantôt je parlais de voyage, tu sais. On va prendre une personne qui fait un voyage, mais qui pense toujours au prochain. Puis elle a hâte d'aller au prochain, mais elle n'est pas vraiment dans le voyage actuel. Ouais. Elle prend des photos, tout ça, pour s'en souvenir. Mais si on est vraiment là, dedans notre voyage, puis qu'on absorbe tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, puis on l'intègre, c'est intégrer ce que l'on vit. Après, on est Il va porteur. durer tellement plus longtemps. Ben oui. Donc, on ne meurt pas vide, on est habité. Mais il s'agit d'être poreux, intégrer ce qu'on vit. Et c'est sûr que quand les gens ont vécu des grosses épreuves durant la vie, puis il y en a qui ont eu des vies dures, qui ont été blessés, brisés, humiliés, violentés, violés. C'est pas intéressant de garder ça comme souvenir. Hein? On peut pas dire « je suis poreuse » avec ces souvenirs-là. On voudrait ne jamais avoir vécu cela. Donc, il faut recréer de nouveaux pans de vie qui vont être plus heureux. Et c'est ce que beaucoup de gens font. On en voit des enfants qui ont été dans des milieux épouvantables, mais qui vont se reconstruire en faisant œuvre de talent et de trouvailles, inventer une nouvelle vie, s'inventer et se créer une nouvelle vie. Donc, il y a beaucoup de potentiel, mais faut Ça développer toute la chance qu'on peut avoir. Ouais, puis ça prend de l'accompagnement aussi. Oui, parce Fait que, que, tu sais, étant oui. dans l'entourage de ces personnes-là, comment on peut être une valeur ajoutée? Oui, ça c'est beau ce que vous dites là. Mais vous savez, moi, j'aurais pas pu faire mon métier si j'avais pas senti en moi une joie de vivre qui est innée ou qui a un fil de merveille, là, pour dire comme Christiane Singer, ne lâchez pas le fil de la merveille. C'est un cadeau, hein, aimer la vie aussi. Mm-hmm. Ça peut nous être donné à la naissance. Hein. On regarde des petits-enfants, il y en a qui sont tristes, puis il y en a qui sont joyeux. C'est comme, ils savent pas pourquoi ils sont joyeux. C'est un cadeau. Donc, comment on peut être là où il faut être et puis donner le meilleur de soi. Je pense que c'est vraiment la compilation de tout ce qu'on vient de dire. Plus on va travailler sur notre capacité d'être seul, d'être en silence, d'être en communion avec la nature, de faire des choses qu'on aime, de créer. Moi, je crois qu'il y a un talent en chacun, avec un artiste qui traîne en chacun, avec des potentiels qui dorment. Souvent, les gens en thérapie, on développe leur potentiel. Ils ne savaient pas qu'il y avait un potentiel comme ça. Alors, ça se réveille par un professeur, par un thérapeute, par un parent. Il y a quelqu'un qui nous réveille à ce qu'on a de plus beau. Alors, il y a des personnes qui sont aussi bâties pour accompagner. Mm-hmm. Il y a des personnes qui sont là pour aider. Puis il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Ils vont faire autre chose. Ils vont nous aider en chantant, en nous offrant leur talent. Ils vont nous apporter un accompagnement. Moi, les artistes m'accompagnent. J'adore la chanson, la musique. Oui. Tu sais, ça nous aide. Pour moi, ils nous accompagnent, les artistes, même s'ils ne sont pas à côté d'un lit au dernier moment. Ils nous accompagnent dans la vie, puis ils peuvent nous accompagner au dernier moment avec la musique. Qu'on voulait partager, que tu nous avais partagé, c'est celle de Fred Pellerin. Oui, Ouais. qui est si belle. La Comment? chaise vide. Ah, la chaise vide? Oui, Non, ou je connais pas. vide de toi. Est-ce que vous avez vu ce Le beau document. reportage? Oui, moi, j'ai Bon, écouté. ben, c'est sa Ouais. chanson quand il commence. OK. C'est tellement beau. Je sais pas si ça s'appelle Vide de toi ou ton absence, mais c'est sur le deuil. Je pensais que c'était la... C'est quoi? La mort. Ouais.
la chanson La mort de Fred Pellerin qu'on écoutait. C'est peut-être un album qui s'appelle le même ou une autre chanson, mais d'après moi, elle s'appelle pas La mort. Mais je fais peut-être erreur. Mais c'est vraiment celle qui est dans le film de... Comment elle s'appelle? Le documentaire que vous parlez? Oui, ouais. C'est Vide de toi. Ouais. Marcheseau, je crois, la réalisatrice. En tout cas, pour lui rendre justice, elle a fait tellement un beau documentaire. Mais c'est ça qu'on a vu dans le documentaire, justement, que, tu sais, de ne pas sous-estimer aussi le silence, la présence quand on est avec les gens dans le deuil. Oui, parce que on se sent impuissant, on l'a dit tantôt, on ne sait pas quoi dire parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Maladroit, impuissant. Oui, mais avec une capacité de ne pas fuir, d'être là. En bienveillant. C'est tout. De temps en temps, un mot. Moi, ça m'est arrivé de dire, est-ce que je peux m'asseoir en silence à côté de vous? Si vous avez envie de parler, je suis là. Vous n'avez pas envie de parler, est-ce que vous aimeriez que je reste un petit peu? On demande. Et puis, on essaie. Puis des fois, on se rend utile à faire des beaux services autour. Juste des petites choses. Vous savez, quand on souffle, là, tout est important. Une débarbouillette d'eau fraîche. Tout est important. Alors, c'est d'avoir quelqu'un qui est bienveillant et qui nous apporte ce qu'on n'est plus capable d'aller chercher. Mm-hmm. Ou c'est d'être avec quelqu'un qui est capable d'être en silence ou qui est capable de tolérer un sentiment d'impuissance et puis de dire, on va voir ensemble. J'ai découvert, moi, j'ai aimé ça. J'ai découvert que trouver un bon mot, là, à dire, c'est jamais préfabriqué. C'est pas quelque chose qui s'apprend. On peut pas le prévoir. Non. On l'a au fond de soi, comme le petit coussin gonflable. Mais quand on est tellement bien ensemble, puis on est en relation, les mots montent. Ça va se créer dans le moment. Oui, c'est une création parlée. On crée la parole. On crée une parole. C'est pas quelque chose qu'on préfabrique. On crée une parole qui vient à l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, parce qu'on était bien ensemble. Puis le silence a précédé cette parole. Puis la parole est venue. Puis des fois, on se trompe. On n'a pas dit la bonne chose. Puis la personne va dire, mais pourquoi tu me dis une pareille chose? Là, je dis, oh mon Dieu, est-ce que j'ai fait un faux pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais plus aimé que je te demande? On peut faire des faux pas, parce que vous savez, un mot est beau pour un, puis ça n'a pas la même résonance pour l'autre. Mais encore là, on est dans la création de quelque chose, dans le sens que là, une communication va s'en suivre. Oui, mais avec l'autre. Oui, c'est ça. Dans son unicité. C'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose. Ce que j'ai dit à une la veille, je peux pas le répéter exactement à l'autre le lendemain. Puis tu sais, je pense qu'on a déjà tous vécu ça de trop préparer un moment, puis on arrive dans le moment, on est comme, oh non, finalement, on le sent pas adéquat. Fait que finalement, tout ce qu'on a préparé, on le met même pas. Non, mais ça sert à quelque chose de se préparer, comme on disait tantôt, préparer la mort dans le sens qu'on la prépare toute la vie à bien vivre. On prépare pas la mort comme telle, mais on prépare notre vie à vivre la mort. Et dans ce sens-là, il y a une préparation, c'est exact, que ce soit par nos études, par nos lectures, par tout ce qu'on fait ensemble, on se prépare. Mais on se garde à l'intérieur une partie qui est spontanée et qui va créer sur le moment. Mais si on ne s'était pas du tout préparé, peut-être qu'on ne serait pas capable de créer. Ouais. Fait qu'il y a tout, tout compte, tout nous sert. Les rencontres, les lectures, la musique, les connaissances, les enseignements, ce qu'on voit, les voyages, tout nous apprend quelque chose. Alors, on a du bagage. Mais on ne sait pas, quand on va rencontrer l'autre dans sa misère, dans ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce que dans notre bagage pourrait être utile à ce moment-là? Puis on va essayer de le sortir. Mais je veux juste insister sur un fait qu'une parole peut aider quelqu'un et pas l'autre. Je vais vous donner un exemple. Il y a des endeuillés qui disent « J'aime pas quand on me demande comment ça va. » Ouais. Parce que là, ils voient bien que ça peut pas aller, j'ai perdu mon mari. Mais tu parles d'une maladresse, comment ça va?
Vous allez avoir complètement l'inverse avec une autre personne. C'est incroyable. Personne ne me demande comment ça va. Personne s'informe de comment je vais. Ça n'a pas le même écho chez une personne et chez l'autre. Quand on a travaillé dans les beaux groupes avec Rémi Tremblay, on le sait que le comment ça va est précieux. Parce que Rémi avait l'art de demander à chacun comment ça va. Mais il prenait le temps d'entendre la réponse. Les gens aiment moins se faire demander comment ça va parce qu'on n'a pas de temps pour répondre. Alors on dit ça va, ça va. Mais le vrai comment ça va, c'est quand on a du temps pour entendre que l'autre n'ira peut-être pas aussi bien qu'on pensait. Du temps puis de l'espace. De l'espace. Oui, il faut sentir qu'on va être accueilli. Oui. Ça fait que ce qui est important de savoir, c'est que les mêmes mots ne font pas le même écho en chacun. Chose certaine, il y a des valeurs de base qui sont toujours là, applicables pour chacun. La présence, l'écoute, l'accueil, la bienveillance, l'empathie, ça ne trompe pas. Ça, c'est bon pour tous. Mais je vous donne un autre exemple. Je me souviens d'une itinérante qui était venue en fin de vie parce qu'on l'avait amenée en soins palliatifs. Ah, puis il est dans le livre. Il est un Ouais. exemple. Oui, mais vas-y. Oui, je peux le dire. Ben oui, certain. C'était-tu cet exemple que vous vouliez que je donne? Ah non, Non. parce que celui que je vais lire tantôt? Oui. Ah non, c'est pas le même. Fait que D'accord. C'est parfait. D'accord. Ça aurait été drôle, par exemple. Ben que oui, ça, hein? Ben, cette itinérante, quand elle est arrivée, toute l'équipe a dit « Ah, mon Dieu, que ça fait du bien, on va lui donner, on le disait comme ça, là, beaucoup d'amour. » Parce que ça prend une dose d'amour pour prendre soin aussi. Faut pas avoir peur d'aimer. Mhm. Alors, on disait, on va lui apporter tous les services, la chaleur humaine. Et quand elle nous a vu arriver, là, elle a dit, attention, là, je ne veux plus personne dans ma chambre. Moi, j'ai vécu sur des bancs de parc toute ma vie, puis seule, là. C'est pas aujourd'hui que je vais accueillir de l'amour, que je vais devoir laisser si vite, là. Et qu'elle nous a donné une leçon. Alors, nous, on pensait qu'elle aurait besoin de ça avant de mourir. On prend pour acquis, mais il faut toujours demander. Mhm. Tu sais, on prend pour acquis, mais on demande, est-ce que ça, c'est correct pour toi? Donc, elle nous Est-ce a que c'est appris. ça qui te remplirait? Tu sais? Oui. Est-ce que ça t'aiderait? Donc, c'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant de voir que ce qu'on pensait qui pourrait l'aider, c'était pas ça du tout. Mhm. Il faut toujours un peu, Être poreux. oui, puis revenir réfléchir sur comment on approche l'autre. Est-ce qu'on lui a demandé si c'est ça dont elle avait besoin? Mhm. Oui. Ça, je trouve que ça fait beaucoup partie de la vie de plus en plus. Tu sais, là, on le parle dans une situation comme ça, mais dans tout pas prendre pour acquis parce qu'on a une bonne intention, que c'est la bonne chose à faire C'est ça. ou que c'est bien reçu, tu sais, de s'informer. Puis je trouve qu'on apprend beaucoup Oui. d'agir comme ça Oui. Oui. sur les gens qui nous entourent ou avec qui on partage un moment. Oui, c'est ça. Tu sais? Oui, c'est ça. Puis là, ça se dit, puis j'aime le mot s'informer, parce que, tu sais, des fois, on se dit, j'ai peur de poser trop de questions, je veux pas qu'ils pensent que je pose juste des questions, mais s'informer, c'est Ouais. important. J'aimerais m'informer de ce qui peut le plus t'aider. Puis je trouve que ça nous ouvre sur des possibilités. Ça Tu sais, l'ouvre si la je- conversation. Ouais. Oui. Ben Mais tu sais, oui. même moi, plus je demande, plus je reçois de l'information, plus je sais que tout ça existe. Oui. Ben, Cynthia m'avait déjà dit, puis je trouve que c'est d'occasion, si tu t'empêches de me dire, tu m'empêches de te la... Tu l'as aimé, ça, mais ça, là, hein? ça Mais m'a c'est tellement marqué. vrai. Oui, Dis-moi, et ainsi je pourrai exact. t'accompagner le mieux possible. Dis-moi. Oui, puis l'accompagner dans le cas où ce qu'elle parle, c'était l'accompagner, mais ça me fait grandir, moi aussi, de savoir, parce que
je peux soit prendre une dimension différente et l'appliquer dans ma vie, puis me dire, hey, oui, c'est vrai, tu sais, moi, comment que j'agirais, comment je reçois ça, comment que, tu sais, ça peut me faire grandir, ça me donne des outils parce que là, ça nous permet d'échanger. On ouvre toutes sortes de possibilités. Ouais, c'est pas, pour emprunter une expression un peu drôle, mais c'est pas one fits all, hein? C'est pas une grandeur pour tous, là. C'est chacun a sa spécificité. Oui, puis d'être curieux là-dedans, de ne pas en avoir peur de ce qui va ressortir de ça. C'est la beauté humaine. Tellement. Parce que moi, dans mon métier, j'ai écouté pendant 30 ans des récits de vie et des récits de celui qui allait mourir et des récits de deuil. Et il n'y en a pas un qui est pareil. C'est pour ça que la littérature dit le deuil est à la fois universel et unique. Parce qu'il y a des grandes lignes qui s'appliquent un peu à tout le monde, je les disais tantôt, mais il y a des lignes spécifiques où les gens ont besoin d'être aidés ou consolés de différentes façons. Et c'est là qu'on fait un pas, on demande, sais-tu ça? Non, d'accord, je vais me réajuster. Oui, puis tu sais, il y a des étapes aussi au deuil. Tu sais, le deuil évolue de plusieurs façons tout au fil. Oui. Puis il ne suit pas nécessairement une trajectoire. Ça aussi, des fois, ça peut être fatigant les gens qui vivent ça, qu'on veut les mettre dans la structure de l'événement du deuil. Là, t'es rendu dans telle étape, fait que là, tu vis ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de sentiments et d'émotions qui oscillent du matin au soir. On peut, le matin, être triste et l'après-midi être beaucoup moins triste. C'est moins compartimenté qu'avant. Parce que la vie aussi a changé et la vie va vite. Fait que la trajectoire du deuil n'est plus non plus aussi, modérée puis étapiste qu'on l'avait établi, là. Oui, parce que la vie a changé et ça va vite. Alors, nos émotions aussi, puis nos sentiments, puis nos réactions... se sont modulés à ça. C'est ça, exactement, sont modulés à ça. Exactement, oui. Comment tu définirais le rôle de psychologue que tu as eu à faire? Tu sais, qu'est-ce qui t'a le plus nourri? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Tu sais, qu'est-ce que tu aurais à nous partager? Oui. Alors, moi, je suis tellement contente d'avoir choisi la psychologie. Donc, c'est un choix là, que j'ai fait sciemment après le crash d'avion, retourner aux études. C'est parce que tu as vécu que tu as eu cet appel-là en tant que tel? Oui, j'ai senti que c'est là que je voulais aller parce que j'ai reçu de l'aide. Et ayant reçu beaucoup d'aide, oh mon Dieu, j'avais juste le goût de redonner. Et là, je me disais, où est-ce que je me vois? Et puis, peut-être que là, j'ai senti que je pouvais avoir un certain talent. C'est beau, ça, de recevoir, avoir envie de redonner. Oui. Tu sais, quand on s'ouvre, les possibilités qu'on se donne. Bien sûr, ce que je reçois, je te le donne. Ce que je te donne, je le reçois. Donc, c'est fluide, c'est circulaire. Et puis, je l'ai donc choisi sciemment et heureusement. Mais je n'aurais pas été une bonne psychologue ailleurs que dans le domaine que j'ai choisi, le deuil et le mourir. À cause de mon histoire, que j'avais quand même bien travaillé lorsque je souffrais, pour être certaine de ne pas traîner mes souffrances et d'avoir des contre-transferts avec les gens pour essayer de comparer leur histoire à la mienne ou quoi. Donc, il faut travailler bien notre propre histoire avant de pouvoir accueillir l'histoire de l'autre. Donc, j'ai fait des thérapies qui m'ont sorti du trauma et qui m'ont donné le goût des études en psychologie, ce que j'ai fait. Mais je n'aurais pas été une psychologue bonne, je sais pas moi, dans le scolaire ou avec des maladies mentales sévères. Chacun son talent. Je n'aurais pas eu ce talent. C'est pour ça que je dis, il faut voir où est-ce que on va donner le mieux de ce qui reflète de soi.
Et le deuil et le mourir, bien sûr, comme j'avais eu une empreinte de mort et que j'avais travaillé beaucoup le deuil collectif parce que je l'ai vécu comme un deuil, les 17 morts dans l'avion, j'ai travaillé cette question-là très forte. Et puis comme ça avait été une mort subite des autres dans l'avion, j'ai été très intéressée à comprendre qu'est-ce que c'est qu'on vivait quand la mort nous était annoncée. Et c'est là que ça a sonné une clochette pour choisir les soins palliatifs, pour aller voir ce que les gens vivaient, sachant qu'ils vont mourir, alors que nous ne savions pas avant de mourir ce qui allait nous arriver. Mm-hmm. Donc, je voulais voir un peu tout ça, je pense bien inconsciemment, et j'ai travaillé très fort, encore une fois, pour ne pas que mon événement fasse interférence avec le leur. Et ça, il faut de la thérapie pour ça. Parce qu'ils t'habitent, parce Oui, que ça m'a habité. Ils sont toujours là, mais c'est un beau lien. Pareil. Mais là, j'étais souffrante au début. Il a fallu que je libère ma propre souffrance avant d'aller écouter celle des autres. Parce que et est-ce qu'on le sait un moment donné que libérer cette souffrance? Il faut travailler fort, ouais. On le sait. On le sait. On est parce soulagé? C'est-à-dire qu'il faut surpasser notre souffrance. Bon, je vais essayer de donner un exemple. Quand j'étais très malade et que je voulais réapprendre à marcher, j'étais pas capable parce que ça faisait trop mal. Physiquement? Oui, pendant des mois. Mais la physiothérapeute me disait, il faut que tu te lèves et que tu marches et que tu aies le courage de traverser cette douleur parce que tu n'as pas à être en fauteuil roulant pour la vie, là. La colonne n'a pas été cassée, là. Tu peux marcher, mais moi, j'avais trop mal. Et un jour est arrivé en thérapie un homme qui avait essayé de mettre fin à sa vie. Il s'était immolé, il avait essayé de mourir en allumant le feu en lui. Et je dis en lui parce qu'il avait avalé de l'essence. Et elle nous a prévenus, avec son consentement, que ce serait difficile de le voir. On était juste un petit groupe en physiothérapie. Et quand il est arrivé, il était gros comme ceci. Et puis moi, j'étais dans mon fauteuil roulant, il était sur la civière et elle lui a dit « Est-ce que vous êtes capable de me donner la main, de vous lever debout et de faire 2 pas? » Il dit « Je vais essayer. » Puis il s'est levé debout, puis il a fait 5, 6, 7 pas. Et c'est cet homme-là qui m'a donné le courage de marcher encore. Un courage qui revient, que j'avais plus de marcher. Alors, il ne sait pas, cet homme-là. Lui, il était contraint de vivre alors qu'il voulait mourir. Et moi, j'étais contrainte de réapprendre à vivre alors que je restais un peu paralysée. Voyez-vous tout ce qui s'est passé. Alors, c'est long, un processus de guérison comme ça, c'est long. On fait des liens beaucoup plus tard. On comprend tout ça. Cet homme-là m'a beaucoup donné en survivant de son suicide. C'est fou. Et puis lui est allé plus tard dans les écoles pour aider des jeunes en disant, si vous pensez au suicide, je l'ai fait, j'ai raté mon coup, puis il voulait donner le goût de vivre. Mais cet homme-là, il m'a donné le goût de vivre à moi aussi. Donc, les autres nous aident. Et quand je suis devenue psychologue, c'est tout ça que j'ai espéré pouvoir redonner, mais dans la sphère que j'ai choisie. Ouais. J'aurais pas été une bonne psychologue ailleurs. Mais je pense avoir bien travaillé le mieux possible et aidé le mieux possible dans ce que j'ai choisi de faire. Alors, j'en retiens que chaque personne a un récit de vie étonnant, un courage, une résilience que je n'aurais jamais imaginé si on ne m'avait pas raconté tous les drames humains et qu'on n'est pas seul et que mon histoire m'a un jour fait beaucoup moins mal que la leur. J'avais beaucoup plus mal à leur histoire qu'à la mienne. C'est là que je voyais que la mienne était beaucoup plus loin, que j'étais sortie de l'avion, mais que j'étais beaucoup plus dans leur histoire et beaucoup plus en train de vibrer à leur souffrance que la mienne en souvenir. Donc, j'ai travaillé ça beaucoup en thérapie et ça fait que
je me suis impliquée. Bon, je suis une femme sensible et que voulez-vous, je ne crois pas à la distance comme telle, mais je crois à la proximité juste. Donc, une distance froide, je ne crois pas à ça, c'est pas moi. Mais une proximité juste, où on va pas trop loin, et puis on sait que on est dans un travail. Être psychologue, ce n'est pas être l'ami de tous, c'est être une aidante. Mais il faut pas confondre, mais on peut quand même être une personne aimante. Moi, j'appelle ça... la vulnérabilité avec eux. Oui, c'est ça. Et moi, j'appelle ça la tendresse professionnelle. Donc, moi, j'ai toujours été dans ce créneau de tendresse professionnelle, mais à cause du style de patients, de clients que j'avais, parce que c'était des malades physiquement, des gens qui souffraient beaucoup. Si je suis psychologue, dans le monde scolaire, c'est très admirable, mais là, on n'est pas dans les mêmes enjeux. Alors, vous comprenez que c'est pour ça qu'on choisit un milieu qui nous ressemble. On est né avant notre diplôme. Donc, notre personnalité, ce qui nous touche, ce qu'on est, fait qu'on va choisir probablement un lieu de travail qui nous ressemble, fort heureusement, parce qu'il y a trop de monde qui choisissent des endroits où ils sont pas bien. Donc, c'est très important d'aller là où ça nous ressemble et là où on peut donner le meilleur de soi. Donc, je me suis beaucoup investie. Alors, ça m'a apporté une connaissance de l'être humain, un rapprochement, et j'ai compris pourquoi j'aimais tant vivre, c'est pour la relation humaine. Par contre, ce qui a été plus dur, c'est que là, je suis une jeune retraitée, ça fait 1 an et demi à peu près. Ouais. Et la transition, je l'avais pas vue venir, un peu comme on voit pas toujours comment on va vivre notre mort, là. C'était pas aussi fort et c'était pas un deuil comme tel, mais une grande perte que de dire au revoir à tout ce beau monde que je devais quitter. Ce qui était difficile, c'est que ce sont des gens en deuil. C'est déjà que je quitte. Délicat. Et c'est un autre difficile chemin pour eux de dire ma thérapeute doit maintenant prendre sa retraite. Ça me faisait mal de leur annoncer. Et puis, après, j'ai vu à quel point j'avais investi tous les récits de vie, ces personnes-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Mais ce n'était pas de la déprime. C'était vraiment... Je suis en train d'écrire un chapitre de livre qui s'appelle « Ça pleure en moi ». Ça, c'est le titre du chapitre. Et ça veut dire que j'ai été capable, mais à quel prix, d'accueillir les larmes de tout le monde et de les porter dans mon océan intérieur. Mais j'ai vu, en quittant le métier, que j'étais porteuse de chagrin, de tout ce qu'on m'avait partagé, des confidences. Ça, il faut, puis je suis en train encore de faire, si vous voulez, un détachement sain de toutes ces personnes qui resteront toujours gravées dans ma mémoire et dans mon cœur, mais que j'ai dû laisser pour bonne cause. L'heure était juste, fallait que je quitte. J'ai une consoeur qui a écrit un très beau livre sur la vitalité de l'aidant. Elle parle de l'usure de compassion. J'ai eu de la difficulté à admettre que j'étais peut-être usée dans ma compassion. Mais je crois qu'il y a une vérité, que j'ai ressenti qu'il y a un prix à payer de s'investir. Sinon, on fait ça juste de façon cérébrale. Ouais. Mais je ne suis pas faite comme ça. Ouais. Et puis, je n'avais pas n'importe quel récit de vie devant moi. Des pertes par suicide, des pertes par disparition, je ne sais pas quoi, là. C'est gros. Est-ce que je garde juste ça dans ma tête puis je reste juste rationnelle? C'est pas moi. Ouais. Donc, il y a un prix à payer. On ne sort pas de là tout à fait intact. Mais est-ce que je le regrette? Non.
est-ce que ça a valu la peine? Et j'aime cette expression, ça a valu la peine. Parce qu'il y a eu beaucoup de peine. Oui. Et oui, ça vaut la peine. Donc, je suis contente. Comme tout le beau vaut la peine. Là, Oui. le beau, parce que ça va venir avec, parce que tout a une fin. Voilà. Rien n'est permanent. Voilà. Mais, comme on disait tantôt, on le sait. On sait qu'on va perdre. Mais avant de l'intégrer comme tel, il y a un chemin. Oui. Mais là, justement, quand vous dites ça, est-ce que, tu sais, tous les jours de vivre la psychologie dans le deuil, Oui. tu sais, comment c'était? Parce que là, il faut trouver le beau à travers le triste Alors, la question est importante parce que je ne suis pas la seule psychologue de deuil. Ouais. Et les autres n'ont pas eu le même parcours que moi. C'est pour ça que je vous dis, on est né avant notre diplôme. Il y a une empreinte à l'intérieur, ce qui nous amène à faire des choix. Moi, vous comprenez que j'ai été entourée de morts et de graves blessés. Ça a laissé une empreinte en moi. Alors, j'ai essayé et j'ai réussi en thérapie, encore une fois, à ne pas laisser cette souffrance que j'ai vécue venir réapparaître au moment où j'écoute d'autres récits de pertes importantes. Donc, ça, j'ai fait un travail. Ça, c'est un travail conscient, un travail très demandant, mais sans ça, on n'y arrive pas. Alors, comment on fait? Je le disais, je crois, tantôt durant l'entrevue, que pour travailler en soins palliatifs, il fallait que je contacte ma joie profonde de vivre. Parce que bien que j'ai failli mourir, je suis une femme profondément vivante, qui aime la vie et la joie, et qui en ressent. Et je ressens la vie en moi. Donc, je ne peux pas aller travailler auprès des mourants si je suis une personne suicidaire, qui veut juste mourir ou qui n'aime pas la vie. Alors, c'est paradoxal. Je crois qu'il faut beaucoup aimer la vie pour laisser partir l'autre. Et donc, tu avais dit, justement, ça prend beaucoup d'amour pour partir. Oui, ouais. Et ça prend On meurt avec... Ça prend beaucoup d'amour pour partir et ça prend beaucoup d'amour pour laisser l'autre aller vers son chemin à lui ou à elle. Ça prend beaucoup d'amour. Donc, c'est un beau métier, la psychologie. Dépendant de là où on l'exerce, ça vient chercher des enjeux en chacun de nous que tout psychologue doit prendre conscience et vraiment s'assurer avec superviseur ou thérapeute ou collègue de pas se tromper. Alors, une des joies de vivre, c'est de savoir dépasser notre histoire. Wow. J'ai une histoire, mais je ne suis pas que cette histoire. J'ai dépassé. Cette histoire fait partie de moi puis de ma vie. Mais Parce que c'est quand même quelque chose que, tu sais, à chaque jour comme travail, parce que, comme vous dites, OK, la joie de vivre, ça prend comme cette extrême-là pour être capable d'accueillir le deuil au quotidien, les gens deuillés. En même temps, c'est comme des beaux soleils en dedans de soi, mais on n'arrive pas chez l'autre avec un gros soleil alors que lui est dans l'ombre. Il ne faut pas qu'au fil du temps qu'on reçoive l'information des autres vienne mettre de l'ombre sur notre soleil. C'est ça. Ça vient mettre de la peine, mais pas d'ombre, dans mon cas. Ça vient mettre de la tristesse. Alors, je suis une personne heureuse, joyeuse, mais je suis triste. Mais c'est pas grave, ça cohabite bien ensemble. Et en fait... Dans le fond, c'est de laisser de la place à tout ça. À tout ça. Pour pas que ça vienne étouffer. Au début, on différenciait deuil puis perte majeure. Je me rappelle que dans l'appel, on avait différencié justement... Vous parlez de quoi déjà? Tristesse et dépression. Oui, que c'était pas d'être triste, n'est pas nécessairement d'être en déprime. Voilà. C'était la manifestation d'une émotion de tristesse. Voilà. Ça m'avait comme c'est ça beaucoup fait du moins. bien. Oui, ça fait du bien c'est de léger, faire. Oui, on voit les distinctions. Ouais, exact. Alors, bon, j'ai beaucoup pleuré à propos de rien pendant 1 an, là. Puis ça m'arrive un peu encore. Mais maintenant, je pleure à propos de la politique, là.
Ça, puis je pense que mes pleurs ont raison d'être, parce que c'est l'envers des valeurs. Là, je parle de la politique américaine. Ouais. C'est l'envers des valeurs qu'on a en soins palliatifs que j'ai nommées tantôt. Faire attention à l'autre. Ouais. Bon, c'est pas ça qui se passe. Alors, quand on est psychologue et qu'on a travaillé avec des valeurs fondamentales pour aimer l'être humain, on est heurté d'entendre des choses presque pas acceptables. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de raisons de pleurer, mais c'est pas rien qui va me détruire. C'est pas rien qui va détruire ma joie. Je le disais, j'ai eu la chance d'arriver au monde avec le cadeau d'aimer la vie. C'est beau. C'est un cadeau. Et j'ai essayé de le développer toute ma vie. Et un cadeau que j'aime partager avec les autres. Oui, c'est ça. Oui. Et accepter que d'autres n'aiment pas la vie, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes suicidaires qui n'aimaient pas la vie. Et on avait de belles discussions, parce qu'elles me le présentaient comme ça, ces personnes. Je suis venue discuter avec vous. Je ne sais pas d'où vient votre joie de vivre. Moi, j'en ai pas du tout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? On avait de belles et bonnes conversations. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a quelqu'un de suicidaire dans son entourage qui ne sait pas trop, être présent, valider peut-être ce qu'il a besoin? Ça dépend de la situation, mais en fait, c'est toujours, on en revient à la communication. J'espère que tu es dans une bonne période. Je te trouve un peu différent. Tu m'inquiètes. Est-ce que tu penses au suicide? Il faut vraiment aller vers les mots. Mais ça se peut que la communication ait été bonne, que la personne qui s'est suicidée avait alerté son entourage déjà. Et là, c'est pour ça que les endeuillés se sentent coupables, disent « Pourtant, je le savais, comment aurais-je pu empêcher? » On essaie d'aider une personne suicidaire à trouver des raisons de vivre. Mais on n'a pas la toute-puissance infinie de dire « Moi, c'est sûr que je vais la sauver de là, puis la sortir de là. » Hein? On en perd des gens. Il y a des parents qui perdent des enfants par suicide. Il y a des thérapeutes qui perdent des clients, des patients par suicide. Que voulez-vous? On ne pourra pas... tu l'accompagnes le plus longtemps on l'accompagne le plus longtemps possible. Et on lui dit « Je suis là. » Moi, j'aimais ça quand une personne disait « Je vois pas qu'est-ce que vous trouvez de beau de la vie. » Puis moi, je disais, je vais vous le dire, là, mais vous, là, je veux que vous me disiez pourquoi c'est si pénible de vivre. Donc, on avait des échanges. Alors moi, j'essayais pas de lui vendre que c'était pas pénible de vivre, là. Je voulais savoir pourquoi c'était pénible de vivre. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre qu'est-ce qui est dur pour toi. Alors, c'est sûr que on espère que les gens vont trouver une voie de vie, mais ça se peut qu'un certain pourcentage... C'est sûr de verbaliser, c'est juste quand on pose cette question-là, aide-moi à comprendre, puis que la personne a un espace pour s'exprimer. Des fois, ça prend une autre forme au fil du temps dans la tête des gens. Ça peut, mais il y en a qui ont tout fait ça, puis la personne s'est suicidée quand même. Ouais. Un très beau livre qu'on retrouve cette année au Québec qui s'appelle « Ajouter de la vie au jour » de Anne-Dauphine Julien. Mais c'est de toute beauté. Elle a perdu 3 enfants, dont un par suicide. Et elle explique vraiment bien qu'il était suivi, que la communication avait été bonne, mais il y a des enjeux qui nous dépassent dans la vie. C'est pour ça que on ne peut pas tout prendre sur nos épaules et qu'il y a des gens qui vivent une énorme culpabilité endeuillée par rapport à la perte par suicide. Mais on n'a pas toujours la capacité d'empêcher cela. Fait que c'est important que quand on vit ça, des situations comme vous parlez où on sent la culpabilité, de se retourner vers soit des groupes de parole, des livres, thérapeutes. Prévention suicide, des livres, des thérapeutes, un bon ami. Tout fait du bien à un moment donné. Puis ça peut être un tout petit geste qui a fait... Parce que ça peut être une crise. Hein? Je suis en crise et puis si je laisse pas passer la crise, ben là, je peux me supprimer. Parce que moi, je disais toujours aux gens, OK, là, vous allez avoir un stop, comme vraiment un arrêt rouge sur le coin de la rue. Là. Quand vous êtes en crise suicidaire, mettez l'arrêt. Attendez, respirez. Passez pas à l'acte.
passez pas à l'acte. Et des fois, les gens disaient, heureusement que je suis pas passé à l'acte, là. Je suis pas prêt. Ça fait que c'est une crise aussi. Ouais. Si on succombe à la crise, on part. Hein. Mais il y a beaucoup d'enjeux de dépression profonde. Il y a tellement d'enjeux. Mais tu sais, au début, on disait que c'est ce qui rendait ça beau. Je pense que le deuil, c'est qu'ils sont uniques à chacun parce que la personne était unique. Oui. Ben, ça ramène dans la réalité avant le deuil. Oui. C'est unique pour tout le monde, la façon qu'on va se rendre. Jusque-là. Ouais. Tout à fait. Fait que, tu sais, comme tu dis, la communication est là, le contexte est là. Oui. Mais la réalité unique de cette personne-là va toujours rester unique. Oui. On peut imaginer qu'on se supprime quand on n'en peut plus et qu'il y a une détresse infinie. Et c'est pour ça que s'il y a quelqu'un sur notre chemin, si on peut aider, si on peut écouter, on peut faire dévier avec succès le chemin du suicide vers la vie. Mais en même temps, on peut pas... obliger l'autre à aimer la vie. Hein? Ouais. On peut juste lui dire pourquoi on aime la vie. Et puis moi, je crois que d'aider l'autre à trouver sa propre raison de vivre, son talent, sa joie qui est éteinte. Comment est-ce qu'on pourrait réanimer? Mais c'est pas parce que moi j'aime que l'autre va aimer. C'est que toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes pas? Dis-moi ce qui est dur pour toi. T'sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de suicide si on fait bien un travail ou si on est un bon parent. D'où l'importance, je pense, d'accorder de la valeur au processus. Oui. Et non au résultat. Voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Tant qu'on aura aidé cette personne sur Terre, le mieux si tu as possible. habité le processus, Oui. tu l'as vécu, tu t'es imprégné. Oui. La fin, tu le savais qu'elle allait arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas quand, comment. quand. Être capable aussi de nommer la personne qui aide si elle aussi a besoin d'aide. Parce que des fois, on peut tomber dans la comparaison, dans le sens que, ce n'est pas aussi grand. Oui, c'est ça. Fait que là, tu essaies d'être forte, mais ça te pèse, c'est difficile. Fait que toi aussi, tu as peut-être besoin d'être... L'aidant a besoin d'être aidé aussi. Hein? C'est pas... C'est pour ça qu'on a des superviseurs, des professeurs, des bons livres. On retourne en thérapie s'il le faut. Il faut s'ouvrir à ça. Oui, puis on est dans la conscience. Il faut être dans la conscience tout le temps de ce qu'on ressent, de ce qui nous arrive, pour pas que les choses se mélangent. C'est ça le travail d'un psychologue, c'est d'être très conscient de ce qu'on ressent. Oui. Puis ça se travaille, la conscience. Beaucoup. Ça se travaille avec la joie d'être dans le moment présent. Vraiment. Qu'est-ce que tu voulais nous partager comme fun fact? En fait, c'est plus parce que je trouvais, tu sais, souvent, on dit que ça va être au futur, c'est un jour, puis j'ai sorti des chiffres parce que je trouve qu'on n'en parle pas. Je trouve qu'on est souvent très mal à l'aise face au deuil. Oui. Puis en le mettant en chiffres, je trouvais ça assez surprenant que ça soit encore aussi tabou parce que au Canada, en moyenne, 1660 personnes laissent des gens en deuil par jour. Wow! C'est énorme, là. Oui, la majorité de ce nombre-là sont des personnes âgées là, d'un certain âge. Donc, par décès, là, il y a 1600 exactement, décès. 1660 décès en moyenne au Canada, ce qui fait à peu près 800 000 décès par année. Oui. 800 ou 600, j'en sais plus. Mais je me dis, c'est un inconfort. Oui. Pas collectif, parce qu'on vit tous différemment, mais on est tous touchés quelque part par le deuil. Exact. Puis on n'en parle pas tant que ça, là, tu sais. Oui. On visite pas ça. Là. Moi, ça n'avait pas été de la maison des leaders. Oui. Exact. On regarde pas ça. Non, puis même s'il y a des gens qui sont décédés dans ma famille, que ce soit par maladie ou des fois, d'autres décès, peu importe, on n'a pas revisité ça en famille. Là. Non. Ben, même en termes de sujet, le podcast, mettons, là, on ne se serait pas dit au départ. Fait ça là-dessus. C'est sûr qu'on parle de deuil. Et pourtant, c'est venu dans un sujet que quelqu'un nous a parlé de deuil parce qu'elle a vécu un deuil, puis qu'on avait crème, il faut parler du deuil. Puis... Ben oui, puis tu avais une expérience personnelle qui était comme, attends. Là, moi, je vous avais eu vous qui m'avez. Ça avait tout changé pour moi, cette. Fait que le chemin s'est fait comme ça. Ouais. Ah oui. Mais c'est parce que en parler, là, ça fait du bien. Puis encore une fois, ça nous ramène à la vie. Tellement. C'est ça.
tellement. Oui. Je vais prendre le temps de lire, OK? Oui. C'est un segment quand même un grand segment, mais c'est juste des petites choses, OK, que j'ai surlignées, que je trouve intéressant de partager avec vous. Puis il y en a Oui. peut-être qu'on a un peu Abordé? ouais. Oui. Mais il y a une petite histoire aussi que OK. je trouve vraiment touchante. Oui. Fait que là, être là auprès de ceux et celles qui vont bientôt mourir, rester vivant avec eux et pour eux, organiser une fête même, inscrite au cœur de l'ultime séparation. Pour le grand malade, ne s'agissait-il pas d'un moment d'évasion avant de disparaître à tout jamais? Et pour sa famille, d'un rapprochement qui n'aurait pu se manifester avec autant de force dans la vie de tous les jours. Tu sais, je trouvais ça beau de penser à cette fin-là qui peut être belle, Aussi. bien accueillie, qui Oui. peut faire autant du bien pour la personne qui va partir Oui. que les gens qui restent. Oui. Et comme on a dit tantôt, ça n'enlève pas la peine, Ouais, mais il y a aussi quelque chose de la relation humaine qu'on célèbre. ouais. Tu sais, de pas juste se dire, c'est toujours comme ça que ça se passe, on va pas là, on se pose pas la question, de prendre d'emblée quand que la nouvelle est là ou que Oui. le jour J approche, que ça va être comme ça. Je trouvais ça quand même beau, Oui. tu sais. Bon, ça finit comme ça, là, mais une vie que nous souhaitions accompagner jusqu'au bout, que nous tenions à célébrer jusqu'à la fin. Oui. Ben ça, vous l'avez partagé. Je suis habitée par des histoires de vie qui contribuent à éclairer la mienne. J'ai surtout appris que le refus de la réalité, telle qu'elle se présente à soi, dresse un mur quasi infranchissable devant un nouvel univers. Je trouve que ça dit tellement beaucoup là-dedans. Le refus de la réalité, on fait ça Souvent. Hein? souvent. Mais oui. En fait, refuser ce qui est nous empêche d'aller vers ce qui va devenir. Parce qu'on est dans le désir de ce qui était. Mais ce qui était n'est plus. Oui, c'est ça, n'existe plus. Ouais. Donc, si je refuse ce qui est, ce qui n'était plus et ce qui est, je peux pas aller dans ce que ça va devenir. Je reste paralysée. Puis c'est fou parce que souvent, on est dans la souffrance dans cet état-là, Dans cet état d'âme-là, ouais. puis on reste là. On Oui. l'habite, ouais. Ouais, c'est comme si l'autre étape nous fait peur, mais Oui. c'est elle qui va nous guérir. C'est ça, Mhm. exactement. Mais c'est un temps. Le refus, ça montre quelque chose de notre attachement à la vie. Ouais. Puis des fois, on est confortable dans notre peine aussi. C'est ce qui nous rattache Oui, à ça. ben oui, parce qu'on a le sentiment d'être plus près de celui qu'on a aimé qui souffre ou qui n'est Ouais. plus. Fait que si j'ai de la peine, ça veut dire que je l'aimais vraiment. Ouais. On se reconnaît dans sa peine. Oui. Je comprends. Une vie qui ne cesse de nous remuer, de nous propulser dans ces espaces inexplorés et progressivement transformateurs. La question ressurgit à chaque fois. Comment l'événement nous ayant catastrophés peut-il un jour nous fortifier et nous convivier à la découverte de notre potentiel? Quand même. C'est une Tu sais, je grande trouve question. ouais, mais je trouve qu'il y a tellement du beau, de la possibilité de beau dans Oui. le En fait, dur. en Oui, fait. c'est ça. En fait, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on peut se transformer dans le bonheur? Ben oui, mais c'est pas toujours juste de la peine, là. Mais c'est que la souffrance, je le dis comme ça, c'est une plongée sous-marine. C'est comme si on va à l'intérieur de soi, tout au fond. À cause de la souffrance, on fait du gros ménage, on va chercher plein de choses de notre vie. Alors que dans la joie, on vit un peu à la surface des choses, un peu comme si je désire aller nager, mais que je me laisse aller juste à la surface de l'eau, je relaxe, je suis bien. C'est formidable d'être dans cet état-là et pourquoi pas. Mais si je fais de la plongée sous-marine, je vais découvrir ce que je vois pas à la surface. C'est tellement bien Hein? expliqué. Alors, c'est ça la souffrance. C'est que je voyais pas à la surface de ma vie ce que la souffrance m'a obligé de voir au fond de ma vie. Et le fond de ma vie me permet de rebondir autrement à la surface. C'est comme un tremplin. Puis de l'introspection, des fois, ça file comme ça, là, comme, tu sais, quand t'es dans j'en fais beaucoup, ça devient de plus en plus difficile des fois.
ça se ressent un peu comme un manque d'oxygène de... Tu veux dire quand tu vas à l'intérieur Ouais, de tu sais, toi? quand tu vas à l'intérieur, quand tu vas voir le plus mystérieux, le plus nébuleux, le plus sombre, ça devient un peu étouffant, Oui. mais c'est là-dedans qu'on est libéré. Après, oui. Tu sais, après, là, quand tu remontes, oui. puis Ouais, la bouffée d'air, là. mais c'est tellement beau imagé comme ça. C'est ça, hein? Vraiment. On dirait que ça fait moins peur d'y aller. Oui. Ouais. Sachant Mais qu'on va remonter. On y va dans avec, quand on va au fond de l'eau, on y va souvent la première fois avec un coach, un professeur, Ouais. je sais pas, hein, quelqu'un qui nous montre Et par la curiosité. plongée et par curiosité. Alors souvent, ça revient à l'accompagnement. On va au fond de soi, Ouais. mais c'est plus dur d'y aller seul. Ouais. Il faut être accompagné. Le chemin est un peu plus tough, ouais. Oui, Ouais, parce qu'on peut rester à des endroits qui. oui. Ben oui, puis tu connais pas tu sais, pas les raccourcis nécessaires, mais la meilleure façon de se rendre, le meilleur équipement. Ouais, puis C'est des ça. fois, d'amener une perspective différente au lieu de rester dans cet inconfort-là. Là. Oui. Ouais. Vraiment. Bon, on vient de le dire, il faut d'abord surmonter sa souffrance pour atteindre un nouvel élan. Oui, oui, OK. Fait que là, c'est la petite histoire, OK, que je raconte. oui. Récemment, j'ai rencontré une dame dans la cinquantaine qui, après avoir suivi tous les traitements possibles afin de vaincre le cancer de l'œsophage, devait se rendre à l'évidence et accepter les soins palliatifs comme ultime option. On lui avait offert, en dernier recours, une autre série de traitements malgré le faible taux de réussite, car nul n'aurait voulu s'aider trop hâtivement. Lors de notre seule rencontre, elle était accompagnée de son conjoint qui l'écoutait en larmes et sans un mot. Celle que j'appellerais Louise tenait des propos d'une rare sagesse et je m'appliquais à les intégrer en moi tout doucement. Je considère avoir eu une belle vie malgré les épreuves, car l'amour de Julien aura suffi à me combler. 12 années de bonheur. Je lui en suis tellement reconnaissante. L'objectif de sa démarche n'était donc pas uniquement axé sur le comment mourir, mais aussi sur sa volonté de préparer le futur terrain de son époux. Mhm. Autrement dit, elle espérait que Julien puisse trouver un lieu, un horizon pour se relever après son départ. Elle souhaitait que je soutienne celui qu'elle avait tant aimé s'il en éprouvait le besoin durant la traversée de son deuil. Louise avançait courageusement sur un chemin qui nous était étranger. Elle ne voulait surtout pas quitter ce monde sans y laisser le plus important, le legs affectif, l'assurance d'une vie qui se poursuivra après sa perte. La communication, l'amour, la transmission, le souci de l'autre lui donnaient la force de vivre ce qu'elle ne pouvait plus repousser, la mort. J'ai médité longtemps sur la démarche pleinement consciente de Louise avant qu'elle ne sombre dans la maladie incurable et se heurte à l'impossibilité de verbaliser ses volontés. L'amour contient aussi son sens des responsabilités et Louise en faisait foi. Les grands malades sont nos maîtres à penser. Ils nous montrent la voie que tôt ou tard, il nous faudra emprunter. C'est un privilège de travailler auprès de personnes qui, pour un certain nombre, nous invitent à revoir l'essentiel d'une vie et à protéger nos êtres chers avant de les quitter. La démarche de cette dame m'inspire. Une seule rencontre aura suffi à noblir ma propre vie. Joanne, Oui, quand même, c'est en plein ça. c'est beau. Oui. Et c'est vrai qu'ils m'ont tant appris. Ben merci, Joanne. Alors, parce merci que à vous tu deux. nous as beaucoup appris aussi sur le énormément. partage. Oui. Ouais. Mais merci à vous deux. Merci à vous deux avec cette belle jeunesse, cette belle, de beau soleil que vous reflétez et de vous intéresser à un sujet aussi profond. Ouais. C'est formidable. J'étais bien avec vous. Ah. Merci beaucoup, beaucoup. Ça me Ben touche. merci. Merci. Vraiment.